on est sur un monument historique, donc le château de la Petite Pierre. C'est un château qui date du XIIIe siècle, des premières fondations, qui a évolué au fur et à mesure. Il y a eu de nombreuses modifications, qui accueille le siège du parc depuis 1975. Et donc l'idée de ce projet, il n'y avait pas eu de travaux depuis les années 90, et donc c'était vraiment de remettre au goût du jour le château, de le mettre aux normes. Donc il y avait des questions d'accessibilité, de travailler aussi sur les questions énergétiques. On sait qu'il y a un gros enjeu, et par rapport à notre rôle de parc naturel, forcément ça fait écho. Et puis aussi de permettre d'avoir un vrai outil de développement du territoire et qui permet de rayonner en fait sur l'échelle du territoire, enfin vraiment à l'échelle des Vosges du Nord. Donc à la fois un projet de restauration, mais avec une ambition architecturale, touristique et même économique. L'idée, c'était vraiment apporter de la lumière dans le bâtiment. Ça, c'est un élément qui était fondamental, parce qu'on a pas mal de contraintes liées justement à l'organisation structurelle du bâtiment. Le mettre en accessibilité, rénover la partie, limiter des consommations énergétiques, donc un gros travail sur le chauffage, les flux, etc. Et puis bien sûr, préserver le bâtiment et garder son caractère patrimonial en mettant en avant aussi toutes les actions du parc, à la fois sur les questions de savoir-faire, de matériaux, principalement ça. En fait, il fallait que le projet soit aussi emblématique pour le territoire et qui reflète réellement le travail que le parc fait pour l'ensemble du territoire. L'idée, c'était de libérer les espaces, c'est-à-dire de ne plus faire des petits bureaux, mais des espaces partagés dans lesquels en fait on a aménagé des petites salles de réunion mais qui ne touchent pas le plafond pour qu'on perçoive toujours l'entité historique du volume existant. Ils peuvent s'isoler s'ils veulent, travailler en commun et en fait ils peuvent se voir les uns les autres très rapidement parce qu'il y a des liaisons, des escaliers qui ont été pratiqués à travers des ouvertures de murs d'un bâtiment à l'autre, avec toujours l'objectif de la recherche des qualités environnementales, que ce soit des matériaux, de l'énergie pour chauffer, parce qu'il y avait un inconfort certain dans le château qui datait il y a très longtemps. Donc c'était thermiquement, il faisait froid l'hiver. Acoustiquement, il y avait de la réverbération partout. Les locaux étaient très exigus, avec plein de petits bureaux vieillots. Donc voilà, on a déconstruit le bâtiment pour après reconstruire et donner des qualités de travail qu'ils ont aujourd'hui. Il y a aussi une demande qui était formulée au niveau du programme, c'était d'améliorer l'éclairage, notamment du 3e niveau, qui est sous la toiture, donc qui était assuré par des petites lucarnes d'autrefois et des tabatières, des petits châssis en toiture. Et donc à ce niveau-là, on a créé des canons à lumière. C'est-à-dire en conservant la dimension des ouvertures en toiture qui étaient petites et la taille d'un tout petit Velux, quoi. Et en fait, en accrochant des canons à lumière en matériaux légers, en fait, on démultiplie la lumière sur les plateaux de bureaux, ce qui leur permet de bénéficier d'une lumière naturelle augmentée, pour travailler dans des bonnes conditions, évidemment. C'est des ossatures en bois, c'est comme des abat-jours qui ont été construits en ossature bois, isolés avec de la laine de bois, avec un matériau à l'intérieur acoustique, c'est du placo perforé. Et donc du coup, en fait, ça absorbe aussi les résonances et le son qui est produit en dessous quand on travaille. Voilà, et on a donc aussi créé une grande verrière en toiture. Tout ça toujours sous le contrôle de l'architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Yves Caillot. Il y a également eu un travail sur les fenêtres. Donc il faut savoir, ça ne se voit pas forcément, mais il y a 2 types de fenêtres différentes en fait dans le château. Notamment, il y a une façade qui est très soumise au vent. Et donc là, on est parti sur des fenêtres qui sont plus résistantes, qui sont très performantes d'un point de vue thermique, mais qui garantissent aussi une meilleure étanchéité à l'air que celles qu'on a mis dans la cour, qui sont plus traditionnelles dans l'esprit de ce qui pouvait se faire dans ce type de bâtiment à l'époque. Non, pour les fenêtres, effectivement, il y a un travail qui a été engagé par notre architecte Pascal Demoulin depuis un certain nombre d'années, avec la DRAC et l'ADREAL, donc les services de l'État, pour essayer de répondre à une problématique courante chez nous. Comment on propose, notamment à des particuliers qui sont situés aux abords d'un monument historique, des fenêtres qui s'intègrent qui soient respectueuses du patrimoine et qui soient en adéquation effectivement avec les attentes de la DRAC. Donc ce travail a été mené sur 2 années et on a réussi à déterminer un cahier des charges qui permet à la fois de garantir des fenêtres semi-industrialisées en bois,
avec des performances thermiques qui répondent aux besoins modernes, et également effectivement un coût de production qui soit tout à fait adapté à ce qu'on pourrait mettre classiquement, alors sur des fenêtres, peut-être pas des fenêtres aluminium, mais voilà, des choses qui sont plus en adéquation avec le marché, parce qu'habituellement c'est des choses qui coûtent très cher, et donc c'est très compliqué de dire à des particuliers, bah, vous allez mettre chez vous des fenêtres qui coûtent le double, parce que vous êtes à proximité d'un monument historique. Donc là, on a fait ce travail-là, et on a été accompagné par l'entreprise Volmer, qui est une menuiserie basée à quelques kilomètres d'ici, qui a fait un prototype, et les premières fenêtres donc, issues de ce prototype sont sur cette façade. Sur la question énergétique, alors là on est sur des problématiques un peu plus modernes, mais qui sont réelles pour nous. On a opté pour un double système de chauffage avec des granulés, donc un chauffage bois en fait classique. Il y avait des problématiques d'accès qu'on a dû gérer, donc être assez innovant sur la manière dont on pouvait apporter du granulé. Il y a une distance de 50 mètres en fait entre le point de livraison et le lieu de stockage, ce qui est assez conséquent. Et on a quand même gardé l'ancienne chaudière fuel qui était déjà présente en appoint, notamment pour avoir une solution de rechange si jamais il y a une difficulté. Il y a eu un gros travail d'isolation bien sûr qui a été mené, notamment isolation sous comble, qui était très très important parce qu'on sait que les pertes d'énergie proviennent principalement du toit. Donc là on a mis de la ouate de cellulose dans certains endroits, de la laine de roche dans d'autres endroits, et puis après bien sûr la pose d'enduits à l'intérieur, des enduits qui sont correctifs et qui permettent aussi à la fois au mur de respirer, parce que c'est très important notamment pour la pierre de taille, mais également d'apporter une petite correction thermique qui fait qu'on arrive à garder une ambiance assez chaude dans le bâtiment et agréable. C'est surtout ça, on n'a pas une sensation de mur froid. Enfin, il y a vraiment un travail important qui a été mené à ce niveau-là. Donc on s'était fixé un facteur 2, une diminution par 2 des consommations énergétiques. Aujourd'hui, on est plutôt sur une diminution par 3 pour l'instant. Pour nous, la question des matériaux rejoint également celle des savoir-faire. On est sur un territoire où historiquement, qui a des spécificités naturelles. J'ai parlé du grès avant, on a une qui est très importante ici et très visible. Donc forcément, l'idée de ce projet, c'était vraiment de mettre en avant ce travail du grès. On a des entreprises locales qui savent encore très bien le faire. Donc bien sûr qu'on a eu une approche très spécifique. On a même été plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ. Par exemple, on a ce qu'on appelle des mitres sur les cheminées du château. Donc c'est des petits ouvrages à base de tuiles qui n'étaient pas prévus, mais qui reflète un savoir-faire local, et c'est quelque chose que le maître d'œuvre a ajouté dans le projet, justement pour valoriser le savoir-faire de l'entreprise. Donc on a fait effectivement un travail sur les enduits qui était très important, donc avec des entreprises locales, notamment l'entreprise Chaubeum, pour essayer de trouver un approvisionnement local pour la chaux, et également la diatomée qui vient, je crois, du pays de Wissembourg. Nous travaillons régulièrement avec le PNR des Vosges du Nord, notamment dans le cadre de nos travaux sur le bâti ancien. Dans le cadre de cette étude, on s'est plutôt focalisé sur un autre volet de notre activité qui porte sur les matériaux biosourcés. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons été sollicités par le PNR en 2016. Le PNR souhaitait utiliser donc de la chaux d'Allenheim, et nous les avons accompagnés pour caractériser et optimiser les performances d'un enduit à base de chaux, liège et poudre de diatomée. Nous avons caractérisé à la fois les performances thermiques, hydriques et acoustiques de différentes formulations d'enduits. Puis, en accord avec le PNR et l'entreprise Böhm, producteur de chaux, nous avons sélectionné parmi les différentes formulations testées un enduit qui a été mis en œuvre à plus grande échelle, du coup, au niveau du château de la Petite Pierre. Les caractéristiques qui ont été mesurées, ce sont la conductivité thermique, la diffusivité thermique et la capacité thermique massique. Donc, au moyen de ce dispositif qui est donc un hot disk, nous avons également caractérisé la perméabilité à la vapeur d'eau
de cet enduit, ainsi que ses capacités d'absorption acoustique. On avait placé donc l'enduit. D'un côté, on avait donc, du gel de silice qui permettait d'assécher l'air. Dans l'autre côté, on était dans un bac régulé en humidité relative. Et en fonction de la reprise en eau du matériau au cours du temps, on a pu remonter à la perméabilité à la vapeur. Pour caractériser la conductivité thermique, la diffusivité thermique et la capacité thermique massique d'un matériau, on utilise le dispositif hot disk. Alors, comment fonctionne-t-il? Nous prenons 2 échantillons du matériau à caractériser, 2 échantillons identiques. On peut également faire des mesures avec 2 matériaux différents, dont l'un est parfaitement connu, mais c'est plus simple en utilisant 2 échantillons du matériau à caractériser. Nous venons placer la sonde en sandwich entre les 2 éprouvettes. Nous nous assurons que la sonde est bien en contact avec les 2 éprouvettes. Ensuite, à l'aide de cette cloche, nous allons protéger les échantillons pendant l'essai de tout flux convectif dans le laboratoire. Ensuite, à l'aide de ce dispositif, nous allons impulser une élévation de température au niveau de la sonde, puis nous allons mesurer la dissipation de température dans les 2 échantillons. Et grâce à cela, par analyse inverse, nous allons pouvoir avoir accès aux 3 paramètres que sont la conductivité thermique, la diffusivité thermique et la capacité thermique massique des échantillons. En général, on utilise 4 à 5 échantillons du matériau à caractériser et chaque coupe d'échantillons est caractérisée au minimum 3 fois. Ainsi, nous avons un grand nombre de données pour pouvoir derrière définir les propriétés du matériau et vérifier la reproductibilité de l'essai. D'un point de vue environnemental, ce type de matériau est extrêmement intéressant puisqu'il contient des bioressources, donc qui stockent énormément de carbone en début de cycle, et compte tenu des calculs, notamment au niveau de l'analyse de cycle de vie dynamique, le stockage carbone en début de vie est extrêmement important du fait de la pondération appliquée. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, on utilise donc également de la chaux qui est donc un matériau qui a une empreinte carbone beaucoup plus faible que d'autres types de matériaux, notamment les enduits ciment. L'utilisation de la chaux dans le bâti ancien n'est pas liée à des contraintes carbone, c'est plutôt lié à des contraintes de perméabilité à la vapeur. Puisque les enduits à la chaux sont très perspirants, contrairement aux enduits ciment. Ce type d'étude est tout à fait reproductible. Le CEREMA réalise ce type d'essai régulièrement pour le compte de filières biosourcées, pour le compte d'industriels, de maîtres d'ouvrage. Donc nous pouvons caractériser un grand nombre de caractéristiques, donc que ce soit les caractéristiques thermiques, hydriques, hygrothermiques, acoustiques, mécaniques, et nous pouvons également caractériser les performances environnementales, FDES notamment, d'un produit. Sur les filières, il y a également un travail qui a été fait sur le châtaignier, avec une entreprise qui s'appelle Entrée d'Emploi, que le parc a accompagné lors de sa création. Le châtaignier, c'est aussi une essence locale, et l'idée c'était d'accompagner cette entreprise pour qu'elle crée ce qu'on appelle des tavaillons, que vous trouverez sur les joues des lucarnes. Et ces tavaillons, en fait, le parc a permis une première commande, donc vraiment à cette entreprise de se roder pour développer une dynamique. Et après, il y a eu tout un travail sur le mobilier. Dans les Vosges du Nord, c'est le hêtre qui est l'essence la plus présente sur le territoire.
Et donc on a voulu le mettre vraiment en évidence partout. Donc tout le mobilier que vous verrez dans le château est à base de hêtre, parce qu'on veut montrer que le hêtre c'est une essence qui a de l'avenir. Bien souvent ça finit en bois de chauffage, mais voilà, il y a un vrai potentiel en termes d'aménagement, et l'idée c'était vraiment d'alimenter un discours sur la filière bois jusqu'au bout. Donc vous avez des planchers en hêtre, vous avez également du mobilier en hêtre, on a créé une gamme de mobilier en hêtre, donc voilà, il y a des choses à faire, et à travers ce projet, on a vraiment essayé de créer une nouvelle dynamique et de montrer aussi qu'on pouvait innover avec ce qui se fait sur le territoire, et en s'appuyant sur les entreprises locales et leur savoir-faire. Alors, on se lance. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. OK. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette séance de questions-réponses à la suite de la diffusion de cette vidéo sur la rénovation du château de la Petite Pierre. Alors, je me présente, je suis Élodie Eberlé, alors, je suis ingénieure au CEREMA, tout comme Étienne Gourlet, que vous avez vu dans la vidéo. Mais je suis aussi responsable technique du CREBA, donc le centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien, que vous avez aussi vu dans la vidéo. Et avec moi, j'ai les trois protagonistes, Monsieur Gutzmann, donc vice-président du parc, Madame Weber, qui a été l'architecte du projet, et Étienne Gourlet, qui a donc réalisé les essais sur le matériau. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui nous suivent, à poser vos questions sur le chat. Je pourrais les relayer sans problème. Alors, je vais d'abord commencer peut-être par Monsieur Gutzmann et Madame Weber. Quelles ont été les particularités de ce chantier du fait de son classement au monument historique? Quelles ont été les grandes difficultés, enfin, on ne va pas dire des difficultés, mais les contraintes auxquelles vous avez dû faire face, et est-ce qu'elles ont orienté les différentes solutions de restauration que vous avez proposées? Bon, François, je prends la parole peut-être. Oui, donc nous avons travaillé en association avec un architecte en chef des monuments historiques, il faut le préciser quand même, qui est primordial et qui est requis dans ce genre d'opération. Donc, le patrimoine, en fait, c'était la préservation de tous les éléments patrimoniaux, puisque la DRAC surveillait de près ce qu'on allait faire comme opération. Donc, c'était touché avec précaution et très peu d'intervention sur le patrimoine, parce qu'en fait, effectivement, les escaliers, par exemple, ont été entièrement préservés, on n'y a pas touché. On a agi par petites couches, et surtout, ce qu'on a fait, c'est déconstruire les couches qui ont été posées sur ce patrimoine. Voilà. Grosso modo, notre intervention, en fait, s'est faite avec délicatesse, puisque le but essentiel, c'était de préserver ce patrimoine. Le monument, comme dit Pierre-Yves Caillot. C'est ça. Et même Monsieur Gutzmann, vous voulez rajouter? Peut-être non, simplement effectivement rajouter que le but c'était de rendre lisible ce patrimoine, parce que parfois, comme le disait Dominique, il y a certaines couches qui se sont rajoutées avec le temps, et en fait en déconstruisant, on arrivait aussi à mieux comprendre le bâtiment, les différentes évolutions, et l'idée c'était aussi que la rénovation permette d'apporter de la lisibilité dans ce patrimoine, donc tout en bien sûr le rénovant, mais en faisant en sorte qu'il ne perde pas son identité. Ça, c'était vraiment un élément important. Et en fait, après, les difficultés justement du chantier, ça a été cette déconstruction couche par couche des éléments qui se sont rajoutés depuis quelques siècles. Et parce qu'en fait, on devait réagir à chaque fois. Par exemple,
ce sont les niveaux, puisqu'on avait affaire à 3 bâtiments, le bâtiment A, B, C, qui étaient d'époques différentes, qui étaient reliés ou pas reliés. Donc, en fait, on a créé des relations qui existaient auparavant, qui avaient été bouchées. Et après, c'était la découverte de ces niveaux en enlevant les couches. Et il fallait adapter effectivement un ascenseur qui permette l'accessibilité à tous les publics, à tous les niveaux, au personnel de passer d'un bâtiment à l'autre sans difficulté. Et donc après, en fait, quand on avait un niveau définitif, en fait, il fallait réagir. Et c'est des choses qu'on ne pouvait pas apprécier, même en faisant un relevé très précis du château. C'est dans les rénovations, c'est un peu la difficulté, c'est qu'on réagit au fur et à mesure, alors que dans un bâtiment neuf, on peut tout dessiner, tout est à peu près juste. Mais dans une rénovation, il y a des surprises. Et voilà, en fait, on a les appréciations bien au fur et à mesure sur le chantier, avec les entreprises, bien sûr, qui sont là pour nous épauler, ce qui a été le cas sur le château de la Petite Pierre. Et donc, cette restauration, ça a été du coup aussi l'occasion d'améliorer les usages pour les différentes personnes qui occupent ces locaux. Ah ben, c'était l'essentiel. Et puis, le but premier du programme au départ, c'était que la fonctionnalité soit optimum. Et donc, effectivement, même l'accessibilité au public, elle bénéficie surtout au personnel et aux usagers du château, qui aujourd'hui, effectivement, peuvent se déplacer sans faire le tour d'un escalier à un autre par l'extérieur, ce qui était le cas auparavant. Oui, du fait de rénovations successives sans vraie cohérence globale. Ben oui, parce qu'en fait, il y avait des bâtiments qui n'étaient pas rejoints, même si ça existait auparavant. Il y avait des sauts de 1 mètre entre un bâtiment et l'autre. Donc, d'accord. On a rendu ça beaucoup plus fluide. Hein. Et j'imagine que les retours des occupants sont bons, Monsieur Gutzmann. Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus dans cette nouvelle, dans cette restauration, réhabilitation énergétique? Eh bien, écoutez, c'est vraiment, alors, déjà la qualité du lieu, parce qu'il ne faut pas oublier on est sur un éperon rocheux, donc vous regardez par la fenêtre, vous avez une vue assez imprenable. Donc, ça, rien que ça, le bâtiment en tant que tel, par son positionnement, est déjà hyper chouette. Derrière, ce qui a vraiment changé avec la rénovation, c'est le confort qui a été apporté. Alors, on avait avant des toutes petites lucarnes sans lumière, notamment au 3e étage. Des gens qui travaillaient qu'à la lumière des néons. Aujourd'hui, ils ont une lumière naturelle qui rentre avec les puits de lumière. Il y a une qualité comme je le disais un petit peu dans la vidéo, sur les enduits, en fait, apportent un vrai confort, même au toucher, qui fait qu'en fait, on s'y sent bien dans ce château. Il est lumineux, il est hyper fonctionnel, alors qu'on est dans un monument historique, ce qui est très rare pour ce type de bâtiment, hein, que ce soit utilisé au quotidien. Et puis, en fait, on s'y sent bien, simplement. Tout a été bien traité. Vous avez l'étanchéité qui est bonne, le chauffage qui fonctionne bien et qui est régulier, ce qui était loin d'être le cas avant. Enfin, voilà, c'est tout un tas de petites choses qui font qu'on se sent bien. Et les matériaux naturels aussi et les couleurs relativement neutres apportent aussi un bien-être quotidien quand on travaille. Forcément, ça joue aussi sur la qualité de l'environnement. Ok, très bien. Donc, ça montre en tout cas que c'est possible de faire de la réhabilitation sur du monument historique, et je pense que c'est quand même très important de le montrer. Alors, moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est le travail sur les fenêtres. Donc, vous l'avez bien expliqué dans la vidéo. Vous avez parlé d'un cahier des charges. Est-ce que ce cahier des charges est disponible parce que je pense que alors le cahier des charges en lui-même serait peut-être pas adaptable ailleurs, mais la démarche de créer des menuiseries performantes et patrimoniales à un prix raisonnable, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Alors, pour le moment, le cahier des charges n'est pas encore accessible au grand public. Par contre, le sera prochainement dans certains secteurs. Comme vous l'avez dit, en fait, ce cahier des charges tient un peu compte des spécificités locales en termes de patrimoine. On est notamment en train de travailler avec la ville de Strasbourg pour l'étendre à un certain nombre de quartiers, donc encore faire quelques petites adaptations pour que ce soit encore plus adapté au patrimoine vraiment très, très local. Et l'idée, c'est surtout que ce cahier des charges servent notamment à des menuisiers pour avoir des propositions en fait nouvelles. Donc, c'est plutôt à destination des professionnels pour qu'ils s'en emparent et qu'ils puissent proposer des produits vers lesquels donc, on pourrait orienter les particuliers qui rencontrent des problématiques de fenêtres, pour le coup, étant donné que c'est le sujet. D'accord.
Donc le château est aussi une vitrine de ces savoir-faire et de cette réflexion. Oui, tout à fait. Oui. L'idée, c'était vraiment d'en faire un projet qui parle de ce que fait le parc naturel régional des Vosges du Nord, pardon, et puis qui soit novateur parce que on aimait bien aussi le parallèle, être dans un monument historique, mais qui est également source d'innovation. Ça a aussi pas mal de sens. D'accord. Bah, à propos d'innovation, du coup, Étienne, par rapport à cet enduit, donc tu as parlé de la diatomée. Tu peux juste nous expliquer qu'est-ce que ça a comme intérêt d'ajouter de la diatomée dans une structure d'enduit à la chaux? Donc, la diatomée, ce sont des petits animaux sous-marins à la base, donc, qui ont des petits coquillages donc, qui ont des années et des années, donc voilà, il reste juste la coque. Et du coup, ça permet d'emprisonner de l'air finalement au niveau de l'enduit. Et donc, c'est vrai que là, il y avait un vrai défi, puisque l'objectif, c'était, partant d'un produit commercial qui intégrait finalement de la chaux, du liège et de la diatomée, on avait ce produit commercial qui était extrêmement coûteux et forcément non local. Et l'idée, c'était avec l'entreprise Beum, c'était de pouvoir essayer de reproduire plus ou moins à l'identique, parce qu'on avait vaguement la composition. On n'avait pas tous les petits trucs en plus qui font que ce produit commercial est aussi performant, mais voilà, l'idée, c'était de s'en rapprocher le plus possible. Mais c'est vrai que globalement, par rapport à des matériaux type béton allégé avec, on va dire, des densités identiques, on retrouve quand même, par exemple, au niveau de la conductivité thermique là, de l'enduit, on est environ 25-30% en dessous de ce qu'on peut trouver pour des matériaux type béton allégé de même masse volume. Donc, la diatomée, visiblement, elle doit apporter ce petit emprisonnement d'air qui fait qu'on a des meilleures performances thermiques. Quand tu parles de béton allégé, tu parles de béton biosourcé de type béton de chanvre, etc. Ou pas forcément? Pas spécifique, non, j'avais plutôt comparé avec des bétons plus classiques. Sur ce type de densité, il y aurait éventuellement des enduits chanvre où on peut retrouver, alors c'est un peu plus élevé, mais où on trouve sensiblement le même type de valeur aussi. Après, ça dépend beaucoup de quel liant on utilise, etc. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur des enduits aux alentours de 680 km3, ce qui est raisonnable, mais pas aussi pour un enduit impressionnant que le produit commercial qu'on voulait imiter, qui lui est à 360. D'accord. Je ne sais pas bien comment ils ont fait, mais, parce que du coup, il devait y avoir un petit adjuvant dedans et que nous, on ne connaissait pas. Voilà. D'accord, bon, c'est quand même déjà... C'est quand même déjà pas mal d'avoir obtenu cet enduit. On peut presque appeler ça un enduit maison. Enfin, en ayant trouvé les matériaux en plus locaux pour le faire, c'est quand même assez intéressant. Madame Weber, du coup, cet enduit, qu'est-ce que vous y avez trouvé comme intérêt? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez réutiliser peut-être? C'est vraiment pour moi une véritable découverte et je pense vraiment qu'on va le réemployer parce qu'en fait, effectivement, non seulement il est local, mais effectivement, il assure des performances sur des murs anciens qui, effectivement, déjà ont les qualités d'isolation par eux-mêmes parce qu'ils sont épais et qu'effectivement, ils ont aussi des capacités en été de conserver la fraîcheur dans ces bâtiments, ce qui n'est pas rien en ce moment, hein, puisqu'on parle beaucoup des réchauffements, effectivement, de la chaleur en été. Mais en plus, effectivement, il permet des qualités d'améliorer énormément l'acoustique. En fait, on peut le teinter effectivement avec des teintes qui ne sont pas froides. Ça reste chaleureux, comme disait François. Et évidemment, pour le toucher qui n'est pas froid,
ça apporte vraiment un plus. Et puis, il y a une épaisseur aussi qu'on ressent, c'est 4,5 cm là sur le château, et sur les ébrasements, c'était 2,5. Donc, en fait, c'est vraiment fabuleux, quoi. C'est un matériau fabuleux qu'il faut vraiment employer de plus en plus. Et puis, effectivement, le partenariat avec Chaubeum, c'était assez une aventure de découverte, avec des pigments de toutes les couleurs qui permettaient d'apprécier quelle teinte on voulait donner, etc. Et c'est vrai que c'est un peu un monsieur passionné et qui a communiqué là-dessus énormément avec les architectes du parc, avec nous-mêmes. On a eu beaucoup d'échanges, on est allé nous-mêmes au CEREMA pour faire les tests. Ça a été une aventure, quoi, et je pense qu'ils en sont contents, donc c'est l'essentiel. Mais reproductible. Si on a sûr, les acteurs bien sûr, sur le terrain, voilà. Évidemment, c'est comme les menuiseries, comme on disait. Il se trouve que les menuiseries patrimoniales, elles ont ce qu'on appelle des gueules de loup, ce qui est un système assez performant en fait au niveau de l'étanchéité à l'air, parce qu'en fait c'est un système d'emboîtement d'une partie ronde et d'une partie creuse. Vous connaissez les vieilles fenêtres, ça existait depuis longtemps, mais en fait on reproduit ça, mais avec en améliorant et l'étanchéité à l'air sur les rebords, puisque ça c'est facile à faire sans qu'on le voit et ça n'atteint pas le patrimoine. Et voilà, ça c'était aussi un peu une découverte, comment on peut faire des fenêtres à l'ancienne mais performantes. C'est ça, c'est encore une fois un bel exemple, et que c'est pas antinomique, le patrimoine et la performance énergétique. Alors j'ai quelques questions dans le chat. Une question qui m'a aussi traversé l'esprit, l'enduit a été mis en œuvre qu'en intérieur ou également en extérieur? Alors à l'extérieur, en fait, c'est un enduit classique à la chaux qui a été mis en œuvre, et qui était effectivement une manière classique de rénover un bâtiment, parce qu'en fait, on n'avait pas l'épaisseur, en fait, parce que vous avez vu que effectivement tous les encadrements de fenêtres sont en grès d'ébauche, donc on a très peu d'épaisseur, et donc tout a été gratté évidemment, et on a pu mettre qu'une épaisseur traditionnelle de 2 cm maximum. Donc en fait, c'est après à l'intérieur qu'effectivement on avait besoin aussi de rectifier l'acoustique, où on a mis en œuvre ce matériau sur 4,5 cm, ce qui effectivement réduit un peu les pièces, mais pas trop, parce qu'elles ont été ouvertes et les pièces ont été agrandies dans leur ensemble. Donc oui, et puis c'était de la mise en œuvre, c'était assez sportif, quoi, je veux dire, parce qu'ils sont en combinaison, des pieds à la tête, en projeté, c'est enduit, c'est très humide, il fallait aérer, il ne fallait pas que les fenêtres prennent de l'humidité, donc il fallait ouvrir sans laisser rentrer d'eau quand même quand il pleuvait. C'était assez sportif. D'accord. Bon, c'est pas plus sportif qu'un autre isolant si, parce qui se met en phase humide. Si, parce qu'il y a 4,5 cm d'épais, donc les enduits d'habitude c'est 1 à 2 cm. D'accord, oui, vous parliez des enduits, moi je parlais plutôt des isolants. Ok, d'accord. Ok, très bien. Et après il y a une finition encore avec du talc et de la poudre de marbre, donc et avec plusieurs couches, on ne les met pas à 4,5 cm d'un coup. D'accord. Donc, je tiens juste à préciser que donc, cet enduit, ce n'est quand même pas un isolant, et on a parlé de conductivité thermique dans la vidéo. On est quand même, il faut le dire, assez loin d'un isolant conventionnel, si vous voulez. Par contre, on est meilleur qu'un enduit peut-être avec seulement de la chaux, et on a d'autres avantages sur ces. Donc, on appelle ça des enduits isolants. Vous trouverez plusieurs marques commerciales en tapant ça sur Google. Mais donc ces enduits ont aussi cet intérêt dont vous parliez, de confort thermique, qui sont agréables en fait, et ils permettent d'avoir une ambiance plus agréable et plus chaude que la plaque de placo et la laine minérale derrière. Petit point. Alors, dans le chat, je vous lis une question. Est-ce que d'autres maîtres d'ouvrage peuvent envisager ou trouver les produits locaux qui ont été développés pour la rénovation du parc? Donc, tavaillon, tuiles, fenêtres, mobilier, enduit. Donc, les fenêtres, on a dit qu'effectivement, ça va peut-être encore prendre un peu de temps, mais le cahier des charges sera un jour disponible au menuisier du coin. Les enduits, on a compris que c'était plutôt expérimental, mais ça peut être produit. Tuiles, tavaillon, en fait, ça pose la question de comment trouver des artisans qualifiés sur le bâti ancien.
Je laisse répondre François, parce qu'effectivement, la transmission des éléments. Alors, nous, on avait effectivement une fiche récapitulative avec tous les éléments, tous les acteurs locaux, etc., à contacter. Par exemple, et on a cherché aussi, on a trouvé, par exemple, le parquet pas très loin, je vais dire, à Saint-Réunion. Et en fait, ça a fait l'objet d'une fiche qui existe dans le cadre du parc, et effectivement, ce sont des contacts locaux pour mettre en œuvre ces matériaux, parce que déjà ça, c'est le parc qui peut vous la diffuser. Oui, pour les tuiles et les tavaillons, effectivement, ce sont des entreprises locales. Pour le tavaillon, une entreprise qu'on a vraiment accompagné du début à la fin, mais le produit est grand public, donc effectivement, il peut être commandé, on pourra laisser les coordonnées aux personnes intéressées. Et pour les tuiles, c'est la tuilerie de Niederwiller qui nous les a fournies. C'est pareil, c'est des tuiles grand public. Par contre, c'est de la toute petite production artisanale, donc il y a un temps assez conséquent pour la livraison. Donc, il faut bien anticiper, mais les coordonnées de la personne, on peut aussi les diffuser. C'est quelqu'un qui est assez connu sur le territoire. Je me permets aussi du coup d'indiquer donc la liste des professionnels que tient l'ASMA. Donc l'ASMA, c'est l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne. Vous trouvez sur leur site un annuaire de tous ces professionnels du coin, évidemment. Alors le coin déborde un peu sur la Lorraine, il n'y a pas que en Alsace, d'artisans qui sont capables de travailler sur le bâti ancien. Et il me semble que même le parc, vous avez aussi une telle liste, peut-être d'artisans spécialisés en éco-rénovation du bâti ancien. Oui, tout à fait. Pas forcément en restauration, mais je vous laisse peut-être en dire deux mots. Effectivement, alors on a une grosse politique sur l'accompagnement de la rénovation du bâti ancien et donc sur l'accompagnement des entreprises. On a un site internet qui reprend toutes les infos. Et on a également un site, donc c'est parc-vosges-nord.fr, tout simplement. Et sur ce site, vous trouverez un lien vers un second site internet dont je ne me souviens plus du nom, j'en suis désolé. Éco-rénover. Voilà, éco-rénove-habitat, je ne sais plus. Il faut aller vraiment sur notre site internet. Mais vous trouverez après un listing de toutes les entreprises qui disposent du savoir-faire adapté à la rénovation du patrimoine bâti ancien. Voilà. Je vais regarder tout de suite. Vous pouvez l'ajouter dans le chat à l'occasion. Alors, une question pour Étienne. Sur combien d'échantillons avez-vous fait ces tests pour la petite pierre et de quels matériaux? Donc, les matériaux, seulement les enduits, on est d'accord? Oui, effectivement, c'est uniquement sur les enduits. Et donc, on a testé 8 échantillons de la formulation là, qui a été retenue. Et après, on avait fait 3-4 échantillons, ça dépend, de 2 autres variantes qu'on a testées également. On avait fait varier donc, la composition du mélange, donc avec les proportions au niveau de la chaux, etc. Et on avait fait aussi une variante sur l'origine de la diatomée. Je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'était de la diatomée qui venait du Danemark aussi, on avait testé pour voir un petit peu si ça avait une influence. C'était négligeable. D'accord. Alors, il reste à peu près 5 minutes. J'ai encore une petite question. Est-ce qu'il y a une analyse de cycle de vie qui a été réalisée, on va dire de manière calculée ou pas forcément? Non, Madame Weber. on n'a pas abordé ce calcul parce qu'en fait, tous les matériaux ont été réfléchis avec bon sens, en fait, parce que c'était un peu l'esprit de l'opération du château. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était de faire au mieux avec le patrimoine et avec les monuments, mais c'était pas, en fait, le but n'était pas de faire une espèce de performance extraordinaire, même si j'ai entendu tout à l'heure que les consommations énergétiques étaient divisées par 3, ce qui me fait plaisir parce que l'objectif c'était divisé par 2. Voilà, c'est quand même. Mais en fait, on n'avait pas à notre disposition tout le temps et de faire ces analyses de cycle de vie parce que c'est vraiment, on agissait au jour le jour en faisant au mieux, voilà, en essayant de faire au mieux. Ok, très bien. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal
de vos propos qui avaient dû être coupés au montage lors de cette vidéo qui a duré que 15 minutes. Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on rende l'antenne, des choses importantes que vous aimeriez rajouter ici? Oui, moi je vais juste rajouter une chose, effectivement, c'est que, alors par rapport à d'autres opérations de neuf ou de réhabilitation, là en fait je trouve l'opération pour moi était assez passionnante parce qu'effectivement on avait un maître d'ouvrage bienveillant qui était à la recherche, non pas de l'exploit, mais effectivement du bien faire et du faire au mieux. Et ce n'est pas toujours le cas. Les entreprises aussi, il faut souligner un véritable travail de coopération on s'est écoutés les uns les autres. On a bénéficié de leurs conseils. Elles étaient donc des entreprises proches, mais effectivement, surtout très compétentes. Et je pense qu'en fait, on a formé un trio entre les entreprises, le maître d'ouvrage et nous-mêmes, et les architectes, qui a permis effectivement de réaliser l'opération que vous pouvez visiter là, parce que ça vaut le coup d'aller voir ce qu'on peut faire. Voilà, je pense que c'est assez une opération exemplaire. Nous, on en est très contents et très fiers. Voilà. Monsieur Gutmann, un mot de la fin, du coup? Écoutez, moi, je me joins tout à fait à ce que vient de dire Dominique. C'est vraiment dans l'esprit du projet qu'on a voulu mener. Nous, ce qui était important, c'est de montrer que sur un territoire rural, avec des contraintes architecturales qui sont quand même loin d'être neutres, on pouvait faire une opération exemplaire qui tient compte des spécificités du territoire, qui tient compte des matériaux qu'on trouve. Et donc ça, je crois que c'est vraiment le cœur du sujet. Voilà, ça montre que la rénovation du patrimoine bâti ancien a un vrai avenir et que c'est un vrai enjeu dont on parle beaucoup en ce moment. Très bien. Je rappelle aussi que cette opération a reçu un prix spécial du prix Envirobat de Grand Est 2021. Donc, la remise des prix a eu lieu hier. Et ça montre bien, comme vous le dites, que petit à petit, on s'intéresse de plus en plus à ce sujet de la rénovation énergétique du bâti ancien. Merci beaucoup à tous. Je crois que c'était une des dernières interventions de la journée. Du coup, je vous dis à demain pour tous les autres participants au congrès. Merci. Merci et bon congrès à tous. Au revoir. Au revoir. Donc, on peut tous se déconnecter.